Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à la Bibliothèque historique. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Jérôme Garcin, bien sûr, qui fera la conférence de ce soir, qui parlera de son livre Des mots et des actes, et puis par la même occasion, Guillaume Roubaud-Kouachi, nos amis de la maison Aragon Elsa Triolet. La bibliothèque historique a une histoire avec la Seconde Guerre mondiale et peut-être des liens avec ce qui sera évoqué ce soir. Je donnerai simplement deux exemples. Nous avons parmi nos fonds importants le fonds Jean Cocteau, avec beaucoup d'acquisitions de manuscrits de Jean Cocteau qui ont été faites dans les années 90. Et le rôle de Jean Cocteau au cours de la guerre a été un sujet d'interrogation. Et puis un deuxième cas que je pourrais citer, c'est Jean-Louis Vaudoyer, qui a été le directeur de la Comédie Française et qui a dirigé aussi le musée Carnavalet tout à côté dans les années 30. Et Jean-Louis Vaudoyer avait été mis en cause à la fin de la Seconde Guerre par François Mauriac au cours d'une polémique qui avait un peu défrayé la chronique à l'époque. Jean-Louis, il y a eu durant quelques temps une direction commune entre le musée Carnavalet et la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc par ricochet, nous avons été aussi au cœur de ces questionnements qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et du rôle des écrivains durant la guerre. Voilà une petite mise en bouche, et donc sans plus tarder, je vais céder la parole au conférencier et puis peut-être à Guillaume. Merci beaucoup Fabien pour ces mots et puis pour l'accueil. Donc la maison, Guillaume Roubaud-Kouachi dirige la maison Elsa Triolet à Aragon. Avant de commencer l'entretien, juste vous remercier bien pour votre présence, vous donner aussi quelques nouvelles de la maison, puisque vous le savez peut-être, la maison d'Aragon Elsa Triolet a été victime d'inondations cet automne, et donc nous sommes sauvés des eaux, voilà, si je peux dire, depuis quelques mois, quelques semaines, et donc on a rouvert, voilà, depuis le 1er mars, donc la maison est désormais accessible si vous souhaitez retrouver ces lieux. Mais c'est notre premier événement en dehors de la maison depuis le début de l'année et depuis la réouverture, donc on est heureux de revenir à la bibliothèque, puisqu'on était venu l'an passé à l'occasion de la réédition d'une vague de rêves, le recueil d'Aragon qui préfigurait le manifeste du surréalisme dans le cadre du centenaire du surréalisme. Et Fabien Plazanet et les équipes de la bibliothèque ont bien voulu nous accueillir une deuxième fois, donc cette fois-ci, autour d'un ouvrage qui, pour être honnête, m'avait été signalé par Serge Velikov, c'est lui qui a attiré mon attention sur cet ouvrage. Et je me suis dit, là, il faut vraiment intervenir, parce que vous savez, Jérôme Garcin a une bibliographie importante. Mais déjà, il y a quelques années, il avait publié un travail important consacré à Gérard Philippe, et je me suis dit, tiens, il faudrait faire quelque chose. Et puis le temps que, voilà, elle a passé, et puis on n'a pas fait. Et là, je me suis dit, cette fois-ci, il ne faut quand même pas rater l'occasion de faire quelque chose autour du livre qui est ici, donc Jérôme Garcin, Des mots et des actes, les belles lettres sous l'occupation. Et donc, comme cette année, évidemment, c'est le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va vous proposer une série de rencontres autour de littérature et guerre, et on ouvre le bal avec Jérôme Garcin ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est le 13 mai, et ça se déroulera au 100. Le lieu s'appelle le 100, pas le 104, le 100 tout court, dans le 2e arrondissement de Paris, et ce sera autour du premier accro coûte 200 francs d'Elsa Triolet, donc, qui est un recueil de nouvelles pour lequel elle reçoit le prix Goncourt en 1945, l'occasion aussi de marquer ce 80e anniversaire. Et donc il y aura des lectures et aussi un temps d'échange avec des spécialistes de l'œuvre. J'oublie sans doute plein de choses, mais de toute façon, vous êtes surtout là pour entendre Jérôme Garcin. Et donc, on va lui donner la parole sous la forme d'un entretien. Je vais essayer de poser des questions. Et puis après, évidemment, on aura la possibilité d'échanger ensemble. Jérôme Garcin, je vous remercie beaucoup de sa disponibilité. Merci à vous. Bonsoir. Pour cet échange autour du livre, peut-être je vais commencer par la question la plus simple, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a amené à nous proposer en 2024 cet ouvrage, Jérôme Garcin, Des mots et des actes, les belles lettres sous l'occupation? D'abord, il a paru, vous l'avez dit, en 2024, et c'était une manière de marquer, évidemment, les 80 ans. Mais c'était aussi, pour moi, une manière de marquer ma propre histoire avec cette littérature, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans exactement, je publiais pour Jean Prévost, donc en 1994, qui était un livre un peu, comme le titre l'indique, un peu sanguin, dans lequel je voulais
donc en 94, à une époque où fleurissait ce que j'ai appelé le bon chic collabo, essayer de réhabiliter une figure littéraire de la résistance, qui fait partie des très rares écrivains, il n'y en a que 2 d'ailleurs, qui sont morts les armes à la main pendant la dernière guerre. Et je trouvais à cette époque-là, un peu dans les années 90, pas un peu, tout à fait scandaleux, que la trentaine de livres de Prévost soient totalement, mais totalement occultés. On ne pouvait même pas trouver un livre, y compris ce qui est pour moi un livre magistral de Prévost, qui est La création chez Stendhal, à une époque où, en revanche, on multipliait les biographies, que dis-je, les hagiographies de Robert Brasillac et des autres. Et donc voilà, donc j'ai commencé à rencontrer avec Prévost un peu un idéal, selon moi, c'est-à-dire d'un écrivain de la NRF engagé jusqu'à perdre la vie. Dès ce moment-là, j'ai fait rééditer les livres de Prévost, les romans, les essais. Il est mort très jeune, à 40 ans, il a été tué par les Allemands, mais il avait beaucoup écrit. Et je dois avouer que 30 ans après, puisque c'est un peu votre question, le bilan, il est mitigé, parce que maintenant, on connaît un peu Jean Prévost. J'ai, pendant toutes ces années, inauguré un nombre incroyable d'écoles Jean Prévost, de bibliothèques Jean Prévost, mais, pour autant, est-ce qu'il est vraiment lu? Je n'en suis pas, malheureusement, certain. Entre-temps, je me suis pris de passion pour d'autres écrivains, notamment un qui s'appelle Jacques Lucéran, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est cette histoire magnifique d'un tragique au début et magnifique ensuite, d'un jeune garçon qui, à 8 ans, perd la vue, de manière accidentelle, dans une école parisienne. Il est bousculé par un camarade de classe, les branches de les lunettes lui perforent un œil, l'autre meurt par sympathie, et donc à 8 ans, il est totalement aveugle. Il est ultra brillant, il va rentrer en Hippocagne et en Cagne au lycée Louis-le-Grand, et là, tout aveugle qu'il est, il va créer le premier mouvement de résistance lycéen, et qui s'appelle les Volontaires de la Liberté, qui va intégrer ce mouvement beaucoup plus connu que Défense de la France, de Vianney. Et voilà, pour aller vite, il va être trahi, il va être arrêté par la Gestapo, il a à peine 20 ans incarcéré à Fresnes et déporté à Buchenwald, dont il va revenir miraculeusement vivant après sa déportation. Et cet homme-là était aussi un écrivain. Il a notamment livré un texte magistral qui s'appelle « Et la lumière fut », dans lequel il raconte, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai lu un texte concentrationnaire qui raconte l'enfer de Buchenwald, saisi par quelqu'un qui ne voyait pas, c'est-à-dire uniquement par le toucher, par l'ouïe, par les odeurs pestilentielles, évidemment. Et puis il est revenu en France, donc en 1945, après, quand le camp a été libéré par les Américains. Il a voulu reprendre d'ailleurs ses études, c'était intéressant à savoir, représenter normal. Oui, parce que j'ai oublié peut-être l'essentiel qui a fait qu'il s'est consacré entièrement à la résistance. C'est que en 1941, il s'est présenté au concours de normale supérieure, que vous connaissez bien, Guillaume, et dans la salle où il préparait, où il avait été admis pour préparer les épreuves du concours de normale, il a été extrait manu militari de la salle, et on lui a présenté un papier qu'évidemment il ne pouvait pas lire, et qui était un décret signé Abel Bonnard, un décret de Vichy interdisant aux handicapés de se présenter à la fonction publique. Les
les autres camarades qui présentaient le concours ont hué, mais il a été extrait. Et donc, il s'est consacré à 100% à la résistance. Il rentre en France, dans l'état que vous imaginez, après 1 an et demi à Buchenwald, où il était dans le baraquement des handicapés. Et là, il veut se représenter à Normal. Il veut enseigner, c'est son rêve. Il a une culture phénoménale, un esprit brillantissime, il veut se présenter. Et en 1945, en France, on continue à lui brandir le papier de Vichy, d'Abel Bonnard, coécrit par Jérôme Carcopino, grand latiniste, en disant non, vous ne pouvez pas vous présenter. Et donc il est parti pour les États-Unis, où il est devenu un professeur charismatique. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce qu'il a écrit plusieurs livres, donc Et la lumière fut, Le monde commence aujourd'hui, d'autres aussi, que j'ai fait rééditer en folio. Et là, il s'est passé un phénomène magnifique, c'est qu'on s'est mis à lire Lucéran. Et la lumière fut est devenue presque un bréviaire pour une série de lecteurs. Et c'est vrai que, voilà, là je me dis que dans mon travail depuis, j'ai commencé très tôt à être journaliste, ce rôle de passeur, je l'ai réussi vraiment avec Lucéran, un peu moins avec Prévost, mais ça ne m'a jamais empêché de vouloir continuer. Et donc 30 ans après, c'était une manière un peu de faire aussi le bilan, et je dirais mon propre bilan, puisque contrairement à vous Guillaume, moi je ne suis pas historien, je ne suis qu'un simple lecteur, et ce livre, non mais c'est très important parce que ce livre n'est ni un livre d'historien, ni évidemment un livre exhaustif. Il ne vous a pas échappé qu'il n'y a ni Aragon, ni Elsa Triolet, qui pourtant mériteraient au nom de la résistance intellectuelle de figurer dans ce livre. Mais pas plus qu'il n'y a le capitaine Alexandre, René Char, qu'il n'y a Camus et les autres. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans ce livre, j'ai simplement mis bout à bout des impressions du lecteur que je suis depuis 40 ans de cette période, des écrivains de cette période-là qui ont, par leur correspondance, par leurs textes, écrit, et je me suis posé la question précisément des mots et des actes, c'est-à-dire ceux qui sont allés jusqu'au bout de leurs idées, pour le meilleur comme pour le pire, et puis ceux qui... ça me permettait de faire un petit panorama très personnel de la littérature à cette période-là, en pensant en même temps que c'était pas totalement inactuel. Quand mon cher Jean Prévost déclare et écrit et répète qu'il se battrait violemment pour des idées modérées, je pense que cette idée-là mériterait d'être aujourd'hui au fronton de l'Assemblée nationale, et où il y a plus de place pour les extrêmes que pour les idées modérées. Merci pour cette entrée en matière. En réalité, le livre, d'abord, qui est une entrée en matière qui pousse la modestie un peu au-delà du texte, parce que le texte, quand même, c'est des impressions, c'est peut-être très personnel, mais ce n'est pas qu'une série d'impressions. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de connaissances et de travail quand même qui est rassemblé ici. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que c'est une succession de petits chapitres qui se lisent de manière très, très facile et qui brossent par petites touches comme ça un panorama en réalité personnel, mais un panorama quand même de la littérature et des belles lettres à ce moment précis. Et je me demandais peut-être si, avant d'entrer dans des considérations biographiques centrées sur telle ou telle personne, parce qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça, peut-être qu'on pouvait commencer par brosser un petit panorama très rapide, disons, du monde de l'édition, au moins à travers peut-être la NRF, qui joue un rôle un peu important, si je peux dire, dans ce paysage général, ou peut-être à travers la figure de Grasset, auquel vous consacrez un chapitre assez intéressant, dans lequel peut-être que certains parmi vous découvriront un certain nombre de choses. Oui, il y a un mot que je cite d'un écrivain encore un, totalement oublié, qui était un résistant intellectuel magnifique, et Jean Guéhenno. Et Jean Guéhenno disait que le monde littéraire de cette époque-là n'était pas la plus belle espèce humaine qui soit.
l'édition comme la littérature. La littérature française et l'édition française n'ont, pendant cette période-là, pas montré leur meilleur visage et leur meilleur jour. L'édition française, c'est assez simple en fait. Elle s'est couchée avant même qu'on le lui demande. Je rappelle que la plupart de ces maisons, Gallimard, Hachette, Flammarion, Fayard, Plon et les autres, j'en oublie, ont dès 40 donné et proposé d'envoyer aux Allemands la liste de leurs auteurs de catalogue anti-nazis et juifs. Ils ont précédé, comme beaucoup d'écrivains, je vous rappelle que le merveilleux Marcel Jouhandeau écrivait dès 1937 Le Périple juif, en 1937, pas en 1941 ni en 1937. Et l'édition a joué ce mauvais rôle dès le début. On ne va pas entrer dans l'histoire de l'édition, sinon on en aurait pour 3 heures, mais après, on sait à peu près, hein, les maisons juives ont été arianisées, comme Kalman Levy, évidemment, et les autres. Et puis, il y a des maisons plus complexes à analyser, il faudrait encore beaucoup de temps. Prenez Gallimard, qui à la fois était, je dirais, d'une certaine manière, protégé par Jean Paulhan, membre du Musée de l'Homme, du réseau du Musée de l'Homme, et en même temps plombé par Drieux-La Rochelle, qui a donc dirigé la NRF et qui a permis à la maison de passer ces années-là. Et puis il y a le cas de Bernard Grasset, qui est presque une caricature. Bernard Grasset, qui était un éditeur assez génial, il avait inventé le premier à avoir inventé la réclame littéraire. Il a inventé le clip littéraire. C'est lui qui a fait poser à côté de lui, devant les caméras, Raymond Radiguet, pour son premier roman, évidemment, Le Diable au corps, pour montrer aux caméras qu'il était l'éditeur d'un jeune auteur promis un bel avenir. Voilà. Donc, c'est lui qui a inventé la publicité mensongère. Il disait de Maria Chapdelaine et de beaucoup d'autres, il faisait des affiches ou des placards avec vendus à 300 000 exemplaires, alors que ça a été vendu 10 000. Il a inventé le marketing littéraire. Ça, c'était le côté imposteur, mais assez dans le genre assez génial. Mégalomane. Son rêve, c'était que les livres soient des livres de Bernard Grasset, écrits par Jean Giraudoux, ou écrits par Paul Morand, ou écrits par... alors lui, il était l'éditeur des principes d'action d'Adolf Hitler, il était l'éditeur d'une grande partie de la littérature collaborationniste française, de Chateaubriand jusqu'à Bonnard. Et quand... Alphonse, Chateaubriand. Oui, ça, je pense que tout le monde avait fait là. Et quand la France a été occupée, son premier réflexe a été de vouloir déménager la maison d'édition de la rue des Saints-Pères vers Vichy. Il voulait être très proche du maréchal. Et il a surtout donné, pendant cette période-là, des éditoriaux absolument hallucinants à la gloire d'Hitler et du régime nazi. Et donc il a été d'ailleurs condamné à la libération. Mais voilà, c'est l'image de l'édition française, oui, presque la plus caricaturale dans son travail de collaboration exemplaire, halluciné aussi, parce que quand on lit certains de ses textes, c'est à côté les textes des voyageurs de Weimar, c'est presque rien, quoi, tellement c'est à la gloire du régime nazi. Voilà. Et Robert de Noël aussi, malheureusement, était de ce côté-là. Mais l'ensemble, soit elle s'est arrangée pour passer les années noires, mais jamais glorieusement. Et si on veut l'édition glorieuse, l'édition résistante, l'édition, il fallait du côté des éditions du Minuit, qui, comme vous le savez,
où Elsa Triolet a publié ses nouvelles, il faut aller du côté évidemment de l'édition clandestine de Vercors et de Jean Lescure. Ça, mais des éditions de minuit, il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est vrai que c'est là aussi que François Mauriac, un des rares académiciens français, avoir fait le choix de la résistance intellectuelle, quand l'ensemble de l'Académie, sans doute aussi pour conforter ses privilèges, avait fait le choix là encore, vous voyez, c'est Gisèle Sapiro qui l'a remarquablement montré dans un livre, c'est que tout était en place avant l'occupation. C'est-à-dire qu'on voit les académies, les puissants, les notables du monde littéraire pactisés avec les nazis, l'Académie française étant évidemment au premier chef. Je vous rappelle quand même que Charles Maurras, membre de l'Académie française, en 1935, déclarait qu'il fallait fusiller Blum, mais dans le dos. Ça date donc de bien avant l'occupation. Donc voilà, cette édition de cette époque-là, évidemment, depuis, certains ont essayé de la nettoyer un peu, mais moi j'ai connu encore jusqu'il y a quelques années le grand portrait de Bernard Grasset fait par Blanche, qui était au sommet en haut des marches des escaliers de la rue des Saints-Pères. Depuis, il a disparu. Mais je crois que c'est celui d'Edmond de Charleroux. Il n'y a pas Edmond de Charleroux quand on monte là-haut. Je n'ai pas monté les escaliers de Grasset depuis longtemps, mais j'ai connu le tableau de Blanc, de Bernard Grasset, et il a disparu effectivement un jour. Bon, on a commencé à rentrer, merci pour ces éléments, on a commencé à rentrer dans ce qui est un des intérêts du livre, c'est qu'on a une vision d'ensemble et en même temps, c'est très incarné, on rentre dans la vie et donc dans les complexités parfois qui peuvent exister. Alors, il y a beaucoup de portraits qui sont proposés dans l'ouvrage. Vous me disiez que peut-être on pouvait s'arrêter sur 4 figures en particulier, dont quelques-unes sont particulièrement attendues. La première, d'ailleurs, vous ouvrez presque le livre avec cette figure-là, c'est la figure de Céline qui triomphe sur les planches en ce moment, comme toujours, et un peu partout. Et donc, vous partez d'ailleurs aussi d'une anecdote personnelle, puisqu'en l'occurrence, vous êtes jeune journaliste en 77 et vous partez à la rencontre de Lucette Détouche. Et à partir de là, vous nous parlez de Lucette Détouche et on arrive vers Céline. Peut-être qu'on peut repartir un peu dans cette direction. L'histoire est simple. Donc j'ai 20 ans, je viens de rentrer aux Nouvelles Littéraires, qui est un hebdomadaire depuis disparu. C'était le temps béni où il y avait encore un hebdomadaire culturel en France. Quand je dis culturel, c'était littéraire, scientifique, historique, cinématographique, etc. Et donc moi je faisais mes débuts là. Et j'étais tout simplement en vacances à Noirmoutier et je reçois un coup de téléphone fixe à 77 de François Gibault, qui était déjà l'avocat de Lucette Détouche et qui me dit si vous voulez venir, il savait que j'étais là, Lucette Détouche avec elle. Il venait de publier, oui, ça. Le premier tome de sa trilogie biographique sur Céline. Et donc, il voulait faire un peu de... J'ai dit, oui, je veux bien la rencontrer. Et donc, j'arrive et je vois cette femme, effectivement, étendue sur une chaise longue. Et j'ai fait, à 20 ans, ce premier entretien croisé entre Lucette Détouche et François Gibault, que j'ai envoyé à mon rédacteur en chef de l'époque, Jean-Marie Banzec de Nouvelles Littéraires, qui était aux anges, qu'on ait enfin la parole de Lucette Détouche. Mais pourquoi je l'ai reproduit in extenso, évidemment, dans ce livre au tout début, c'est pour montrer, pas du tout le scoop que j'avais eu à l'époque, mais pour montrer ma naïveté, c'est-à-dire que je l'interroge, oui, je pose bien quelques petites questions, sur l'antisémitisme de Céline, sur tout ça, mais on voit que ça me... Et puis moi, je veux pas choquer, je veux pas tout ça. Et donc j'ai reproduit pour montrer aussi celui que j'étais devenu très longtemps après. Et
et le cas Céline est peut-être le cas qui fait que moi, et j'imagine beaucoup d'entre vous, on ne peut pas répondre à la question essentielle, quoi. Comment faire avec ça, avec ce génie de la littérature qui a été une sorte de parangon de la saloperie. Il y a, vous savez, toutes et tous qu'on a exhumé ces inédits il y a quelques 2 ans, et c'était un événement, et que le premier des inédits, c'était Guerre. Très beau livre d'ailleurs de Céline, Guerre. Le deuxième était moins convaincant, mais Guerre était très beau livre, et je l'avais inscrit au Masque et la Plume, au programme, pour que les critiques de mon émission jugent, et d'ailleurs ils ont jugé avec beaucoup d'éloges, ce Guerre de Céline, et j'ai reçu un nombre incalculable de mails et de lettres d'auditrices et d'auditeurs très choqués, me disant: comment pouvez-vous, sur une radio de service public, inscrire, fût-ce un roman, l'œuvre d'un écrivain ouvertement antisémite. Et j'ai répondu que si j'étais à faire, je le referais. Je comprenais très bien ce qu'on m'écrivait, mais je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas m'interdire de parler d'une œuvre littéraire, pour autant, sans évidemment ignorer ce qu'a été, ce qu'a fait, ce qu'a dit Louis-Ferdinand Céline pendant ces années-là. Mais la question se pose aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec un génie qui a fait le mauvais choix, qui s'est mal comporté, et qui a, entre parenthèses, les pamphlets ne sont toujours pas réédités, on peut y accéder, mais ils ne sont pas réédités. Peut-être qu'ils le seront un jour, puisque l'œuvre tombe dans le domaine public en 2030 ou 2027, 28, je ne sais plus. Enfin bref, donc bientôt on pourra tout lire, il n'y aura même plus de débat. Mais voilà, c'est toute la question de ce livre. Je raconte au tout début que j'ai été, pendant toute ma jeunesse, boulimique. C'est-à-dire, je ne lisais pas un livre, je lisais toute l'œuvre. Mais tout de Colette, et puis après tout d'Aragon, et puis après tout etc. Et c'est vrai que je ne me posais pas la question du tout dans ma jeunesse de ce qu'avait été le comportement des uns ou des autres, quelle que soit l'époque d'ailleurs. J'étais vraiment rigoureusement, obstinément, obsessionnellement anti-Sainte-Beuve. Je pensais qu'il fallait y aller avec le texte. Et que quand j'ai eu ma période Claudel, par exemple, tout Claudel, je me foutais de savoir s'il avait ou pas écrit cette ode pathétique au maréchal Pétain. Et évidemment, les choses ont changé avec le temps, d'où ce livre aussi, qui est aussi pour ça que je dis, c'est aussi un bilan personnel. Et évidemment, ce qui m'a gêné dans ces années 90, où là on rééditait tout, Rebattet, tout, Brasillac, tout, Drieux, etc. Ce qui m'a un peu gêné, ce qui m'a beaucoup gêné à cette époque-là, c'est que, au nom du génie de Céline, on jugeait que tous les écrivains collaborationnistes avaient été des génies. Au nom de quoi on proclamait que les écrivains qui avaient fait le choix de la résistance étaient de très mauvais écrivains, ce qui encore prévaut un peu ici ou là, hein. Les années 90, c'est Camus, écrivain pour classe terminale, c'est Saint-Exupéry, écrivain pour maternelle, c'est-à-dire que et c'est vrai que non, Brasillac a fait de très bons livres, Notre avant-guerre, quelques autres très bons livres. Ses romans sont très mauvais. Enfin, là, c'est le critique qui parle, hein, c'est pas c'est à l'eau de rose, c'est pas bon. Donc non, le génie de Céline ne doit pas devenir une échelle de valeur littéraire pour ceux qui ont fait ce choix de la collaboration. De même qu'il y a si on prend les écrivains qui ont fait le voyage de Weimar, il y a le meilleur, mais il y a le moins bon. Mais la question, elle s'est aussi posée pour moi très longtemps avec un écrivain dont je suis un lecteur gourmand,
et toujours gourmand, qui est Paul Morand. Paul Morand, c'est pour moi ce que Céline appelle la littérature jazz, c'est-à-dire c'est vraiment un sens de l'image, du raccourci littéraire qui est absolument époustouflant. Le comportement de Morand dans sa vie et dans sa correspondance avec Chardonne, c'est quelque chose d'hallucinant, de haine, d'antisémitisme, d'homophobie, de xénophobie. Oui, je continue à trouver que Milady de Morand et pas simplement par ma passion pour le cheval, mais est un chef-d'œuvre de la littérature, un petit chef-d'œuvre de la littérature. Le comportement de Morand est celui d'un gougnafier. Donc, c'est compliqué. Est-ce que je peux juste lire un petit passage, là, parce que là, vous évoquez la figure de Morand, il y a des lignes assez fortes. Donc je lis d'un paranoïaque toujours prompt à condamner l'invasion du vieux continent par les Israélites, les pédés et les nègres, d'un cynique capable de dire d'un écrivain, citation, « Il a été à Buchenwald, mais il n'y a pas appris la concentration ». Continué après d'un tireur d'élite qui écrit d'Albert Camus Le Vaude en 57 où le temps de la paix reçoit le prix Nobel en littérature. Il est tout naturel qu'un prix donné par l'inventeur de la dynamite aille aux manières de plastique. Malraux l'aura l'an prochain. Et 3 ans plus tard d'Aragon, quelle suffisance, quelle publicité, quelle assurance, un goût profond de la littérature continuellement gêné par la présence de la doctrine communiste, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a des citations. Cette correspondance, ces 3 volumes énormes. Quand je dis que c'est un livre de lecteur, je peux vous dire qu'il faut se les farcir, les 3 tomes de Chardonne Morand. Chardonne qui, lui, d'ailleurs, petit à petit, est revenu sur ses convictions les pires des années 40, alors que Morand n'a rien abdiqué. D'abord, il s'est présenté à l'Académie française plusieurs fois. Finalement, De Gaulle a fini par lever l'interdit qu'il avait opposé à Morand. Il y est rentré. Et quand on lit ses lettres, jusqu'à sa mort, il persiste dans... De Gaulle, il l'appelle Gaulle, et les traîne dans la boue. Et dans l'homophobie, l'antisémitisme. Il n'a pas... jusqu'à sa mort, il a persisté de manière obsessionnelle. Maintenant, si on me demande si c'est un grand styliste, oui, c'est un grand styliste. Voilà, débrouillez-vous avec ça, quoi. C'est tout le problème. Puisque tout à l'heure, Fabien Plazanet nous a parlé de la figure de Jean Cocteau, dont beaucoup de... C'est quoi, les manuscrits sont ici, non? Une partie des manuscrits, ça, et les archives et les fonds sont ici, dans la bibliothèque historique de la ville de Paris. Peut-être qu'on peut revenir sur cette figure qui est moins typique, si je puis dire, que celle qu'on a... Enfin, moins typique, en tout cas, moins tracée, moins nette, moins à l'encre dure, si je puis dire, que Céline, oui, de Cocteau. Cocteau n'est pas un écrivain, surtout pas un écrivain collaborationniste, encore moins un écrivain résistant. Il a passé les années comme beaucoup de notables du monde littéraire, c'est-à-dire qu'il commence très mal, avec un éloge hallucinant d'Arnaud Brecker, qui était le sculpteur officiel du Troisième Reich. On ne peut pas lui reprocher, si après tout, s'il aimait les sculptures nues d'athlètes faites par Brecker, c'était son droit. En revanche, le texte, l'éloge lui-même, publié sur... quand on sait le brillant de Cocteau, est d'une nullité incroyable. C'est-à-dire, écrire un texte pareil quand on est Cocteau, je mets même sa génuflexion devant le régime nazi et devant son sculpteur officiel de côté, le texte est littérairement très mauvais. Ensuite, il va passer, effectivement, ces années noires en dynant constamment dans les plus grands restaurants parisiens où il y avait encore de la nourriture, et puis tout le temps à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Il fréquente constamment les uniformes de l'armée allemande, et je dirais que dans son journal de l'époque, on est affligé, quoi, parce qu'il ne dit rien. Et puis, quand arrive la Libération, quand il court place de l'Hôtel de Ville pour aller applaudir, et là il reprend son journal pour dire « je suis allé applaudir le général de Gaulle à l'Hôtel de Ville ». Et voilà, c'est une certaine image de la littérature de cette époque-là, c'est-à-dire, dînant
avec le Cupon et dînant plutôt au champagne, et puis le jour de la libération, allant applaudir le libérateur. C'est pas la plus belle période de Jean Cocteau, voilà. C'est pas la plus infâme, évidemment, mais c'est pas la plus belle. Et d'ailleurs, de cette période-là, il ne reste pas des grands textes de lui. Hein. C'est venu avant et après. C'est un peu la littérature qui tourne les yeux, qui détourne les yeux du monde, en quelque sorte. On a l'impression qu'il a envie de continuer à vivre comme si de rien n'était, en quelque sorte. Donc c'est évidemment, il n'écrit pas d'horreur, mais voilà. Encore une fois, ça n'est pas la plus belle espèce humaine dont parlait Jean Guéhenno. Et c'est vrai que ce milieu littéraire, contrairement à d'autres d'ailleurs en France, a été, quand elle n'était pas collaborationniste, elle était très attentiste. Encore une fois, elle a été peu résistante. Alors venons-en à deux figures résistantes plus nettes. Une, vous en évoquez plusieurs, évidemment, il y a Éluard et il y en a d'autres, mais je voulais peut-être qu'on dise quelques mots de Jacques Decour, parce qu'Éluard, je pense que tout le monde connaît pas mal quand même, forcément. Decour, un peu moins quand même, alors peut-être qu'on... plus personne, enfin aussi, tout le monde connaît le lycée, mais plus personne ne connaît Jacques Decour, qui est une figure absolument admirable, qui m'a intéressé, d'abord parce que je l'ai lu. Je vous rappelle, hein, tout jeune professeur, dans ce qui était le lycée Rollin avant, vous savez, avenue Truden, communiste, incroyablement germanophile, par érudition, mais aussi par passion de la littérature allemande. Il fait un petit texte en 36 ou 37 qui s'appelle Philisterbourg, quand il a été nommé à un moment donné en Allemagne comme professeur. Et là, il fait un portrait de ce que va devenir l'Allemagne nazie avec les défilés dans la... C'est éblouissant de prescience. Et puis arrive la guerre, il s'engage dans la résistance, il sera le cofondateur des Lettres françaises, que dirigera plus tard Aragon, avec Jean Paulhan, des Lettres françaises. Et il est arrêté et il est fusillé au Mont Valérien en 1942. Il a 32 ans. Et il envoie, avant d'être fusillé, le matin même, une lettre à ses parents, qui est un chef-d'œuvre d'émotion, évidemment. Et il écrit à ses parents, il demande à ses parents de prier son remplaçant au lycée Rollin, de bien vouloir, après sa mort, lire à ses élèves la dernière scène de l'Egmont de Goethe. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est-à-dire que jusqu'au bout, il aura, dans ses lettres, dans ses attitudes, dans ses pensées, continué, avant d'être tué par les Allemands, continué à se réclamer de l'Allemagne de Goethe, de Schiller, de l'Allemagne qu'il aimait, et en demandant à sa fille, je crois, de jouer Bach et Beethoven. Et ça, c'est vraiment, au-delà de l'héroïsme de ce tout jeune homme, il y a cette chose qu'on va retrouver chez Prévost, chez Jean Prévost. C'est-à-dire qu'il lui aussi a dit, si un jour les Allemands, si je suis tué par un Allemand, c'est pas l'Allemagne que j'aime, c'est pas l'Allemagne que j'admire, c'est pas l'Allemagne que je lis, c'est pas l'Allemagne que j'écoute, c'est l'autre Allemagne qui n'est pas la vraie Allemagne. Et ça, chez Decour, encore une fois, c'était le parcours du germanophile incroyablement passionné qu'il avait été, qu'il aura été jusqu'à son dernier souffle. Et c'est vrai que il avait publié son premier roman, c'est Jean Paulhan qui l'avait publié chez Gallimard, Le Caporal et le... Voilà, j'ai oublié, mais ça me reviendra, qui était très bien d'ailleurs. Et il fait partie de ces écrivains morts pendant ces années-là, qui n'auront jamais pu, et je dis même aussi de Prévost, pu accomplir évidemment leur œuvre véritable.
32 ans pour Decour, 41 ans pour Prévost. Juste d'un mot, parce qu'on vit tous en ce moment, vous l'avez vu, l'horrible invasion de l'Ukraine par la Russie, et ça amène parfois, vous avez vu, des points de vue un peu définitifs sur toute la culture russe et tout ça. Ça, c'est pour mettre en perspective ce que vous dites de Decour et de Prévost par rapport à la culture allemande. C'est pour signaler une certaine force de positionnement, si je peux dire, parce que, bon, quand même. Alors venons-en à Jean Prévost quand même, parce que Jean Prévost, vous avez beaucoup travaillé sur Jean Prévost, vous en avez parlé, et puis moi je trouve que on s'est dit peut-être qu'il valait la peine de pouvoir non seulement en parler, mais peut-être aussi en faire entendre un petit peu quelques mots, donc je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, peut-être nous présenter Prévost, puis après lire un peu de... Prévost, donc là encore, comme vous, jeune normalien, qui avait fait sa cagne à Henri IV. C'est là que je l'ai rencontré, si j'ose dire. Son souvenir, c'est à Henri IV, dans cette cagne, où il avait été l'élève d'Alain, d'Émile Chartier, et qui est un phénomène, d'abord physique, boxeur. Tous les jours, il tape dans son sac de boxe. Il a même réussi dans la librairie d'Adrienne Monnier, la rue de l'Odéon, un jour à briser le pouce droit, le pouce de la main droite d'Hemingway. Ils avaient fait un petit combat amateur, ils s'aimaient beaucoup. Hein. Et il avait ce que disait Mauriac, un front de taureau. C'est intéressant parce que Prévost, il était le mari de Marcel Auclair, qui était une grande journaliste de l'époque. C'est très intéressant. Le jour du mariage à Osgore de Jean Prévost et de Marcel Auclair, ils ont deux témoins. D'un côté François Mauriac et de l'autre Ramon Fernandez. C'est-à-dire qu'on a avec cette photo saisissante, on a toute l'histoire de la littérature. Et il y a une autre histoire, c'est que donc Prévost, il écrit dans tous les journaux, pas que la NRF, dans tous les journaux de l'époque. Il travaille comme un fou. Il publie donc des romans, les frères Bouquincan, qui ont eu un certain succès. Le premier livre sur le sport, qui s'appelle Le plaisir des sports. Il raconte ce que c'est à l'époque que le jogging ou que la boxe, etc. Et puis, il veut vivre vite. Et son modèle, c'est Stendhal. Il aime passionnément Stendhal. Et il va soutenir sa thèse sur Stendhal, qui s'appelle La création chez Stendhal, à Lyon, quand elle était en zone sud. Texte, mais admirable. C'est peut-être, moi qui suis très, très, très stendhalien, c'est le texte le plus personnel, le plus juste que j'ai lu sur Stendhal. Et puis après avoir soutenu sa thèse, avec toutes les félicitations que vous imaginez, il décide, lui qui était, je dirais, un partisan du pacifisme de son professeur Alain, il décide de partir pour le Vercors. Et là, dans le Vercors, l'écrivain de la NRF, Jean Prévost, devient, alors qu'il n'avait pas fait, il n'avait aucun passé militaire, il devient le capitaine Goderville, à la tête d'une compagnie du Vercors, où il va se battre héroïquement dans la journée avec ses hommes. La nuit, sous sa tente, il écrit ce qui sera son dernier texte, inachevé, remarquable, sur Baudelaire. Rien que l'image d'un écrivain qui se bat dans la journée qui le soir a écrit sur Baudelaire, c'est quand même très très troublant. Et puis quand le massif est tombé, quand le Vercors résistant est tombé, abandonné, vous le savez sans doute, par Londres, qui n'a pas fait les parachutages nécessaires, il descend et il est tué par les Allemands au pied du Vercors. On est le 1er août 1944. Et ce qui est fou, c'est que la veille, le 31 juillet 1944, meurt dans le ciel au-dessus de Marseille un certain Saint-Exupéry. Ce que vous ne savez pas forcément, c'est que si Saint-Exupéry, l'écrivain exact, existe, c'est grâce à Jean Prévost, qui a publié les premiers textes de Saint-Ex, qui l'a encouragé à écrire, qui lui a donné des conseils,
qui a corrigé certaines de ses pages, qu'il a publiées dans sa revue Le Navire d'Argent avec Adrienne Monnier. Et les deux sont morts à 24 heures d'intervalle, là et qui sont les deux seuls écrivains morts les armes à la main en France. Si on accepte Paul Nizan qui est mort lui pendant un drôle de guerre, c'était un peu différent, mais pendant la Résistance, c'était les deux seuls. Et ce qui est encore plus fou, si on va faire un résumé très synthétique et très imagé de cette période littéraire et historique, c'est que 31 juillet Saint-Texte, 1er août Jean Prévost, et le 2 août ou le 3 août meurt devant Philippe d'un arrêt cardiaque Ramon Fernandez, qui va être enterré, les obsèques ont lui à Saint-Germain-des-Prés, avec toute la Wehrmacht en grand uniforme qui est là pour saluer l'écrivain collaborationniste et membre du PPF qui était Fernandez. Et donc, qui était aussi le grand ami de Jean Prévost. Et je suis très troublé toujours par ces images-là qui s'entrechoquent et qui montrent en même temps à quel point cette littérature française qui était souvent amie a montré vraiment tous les visages, les plus héroïques comme les... Et donc voilà, donc Jean Prévost est mort, il a été... C'est pas à Guillaume que je vais raconter, ni à vous, ce qu'avait été ce numéro magnifique des Lettres françaises, avec un très beau texte d'Aragon, en hommage à Jean Prévost. Et voilà, et ça a été... alors que au même moment, Jean-Paul Sartre exprimait son mépris pour la littérature Radsock, dans laquelle il mettait Jean Prévost, dans laquelle il mettait André Chanson et beaucoup d'autres. Bref, voilà, donc ce personnage de Prévost, c'est vrai qu'il me passionne, et que c'est peut-être un des rares dont, comme pour les idées modérées, un des rares dont je continue de penser que certaines de ces idées sont d'une totale et magistrale actualité. Alors vous avez proposé de lire un... Oui, je voudrais juste lire en 40, pendant cette drôle de guerre où Aragon s'est illustré magnifiquement d'ailleurs. Lui est à Cherbourg, Prévost. Il était affecté au... Et bref, il est envoyé à Casablanca. Il va revenir 6 mois plus tard. Et en mer, entre Cherbourg et Casablanca, il écrit un poème qui s'appelle Petit Testament, qu'il écrit à celle qui sera sa deuxième femme, qui est Claude von Biema. Et ce qui est sidérant, donc c'est un texte qu'il écrit en mer, un poème qu'il écrit en mer, le 12 juin 1940. Et quand on lit ça, on est frappé de voir que l'homme qui va mourir le 1er août 1944 a déjà tout raconté. Ça s'appelle Petit Testament. Claude, si la guerre incertaine, un de ces beaux matins m'emmène, les pieds devant, n'écris pas mon nom sur la terre, je souhaite que ma poussière s'envole au vent. Pas d'étendard avec ma chiffre, que l'officiel et le pontife taisent leur bec. Vous-même, ce matin d'épreuve, mes 3 enfants et toi ma veuve, gardez l'œil sec. Pas un regret ne m'importune. Je suis content de ma fortune, j'ai bien vécu. Un homme qui s'est empli l'âme de 3 enfants et d'une femme peut mourir nu. Veux-tu que mon ombre s'égaie, qu'un canot à double pagaie porte mon nom, qu'il est un mât, voile latine, le nez léger, l'humeur marine et le flanc blond. Tu sais comme j'aimais la vie, je détestais la jalousie et le tourment. Si les morts ont droit aux étrennes, je veux qu'au bout de l'an, tu prennes un autre amant. En mer, le 12 juin 1940. Voilà.
J'aurais pu lire des passages de Frères Bouquingan, de la création chez Stendhal, de 18e année. Très beau roman de formation que vous devriez lire, Guillaume, parce que c'est vraiment la canne de ces années-là. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de très émouvant résumé de la vie exemplaire de Jean Prévost. Eh bien, écoutez, je vous propose peut-être, parce qu'on a fait un petit tour déjà, Je suis trop long, hein, c'est ça? Pas du tout. Je vous prie de m'excuser. Peut-être qu'on s'en tire là dans un premier temps en vous remerciant, puis qu'on ouvre les échanges avec la salle, parce que je ne vais pas monopoliser les questions. Si vous en avez, sinon j'en ai d'autres encore. Mais... C'est toujours comme ça, il y a le temps de la mise en jambe, et puis après, vous aurez des regrets. Bonjour. Je voudrais te poser la question suivante. Quelle est votre opinion sur l'attitude et le comportement de Jean-Paul Sartre pendant la guerre? Vous me cherchez. J'ai un peu répondu. Jean-Paul Sartre, dont j'ai découvert d'ailleurs qu'il avait beaucoup écrit, beaucoup plus que je ne le pensais dans les lettres françaises de ces années-là. Là, je vous laisserai peut-être le micro pour m'en dire davantage. Je l'ai découvert parce que Guillaume m'a apporté l'anthologie des lettres françaises que je ne connaissais pas, qui me passionne. On peut dire ce qu'on veut de Jean-Paul Sartre, mais il est clair qu'il ne s'est opposé ni à ce qu'on monte ses pièces pendant l'occupation, ni à... il a été publié sans problème. Il a été libre de ses mouvements, et je ne sache pas qu'il ait pris des risques, ni physiques, ni intellectuels, quand on le compare à tous ceux que j'évoque ici et ailleurs. Donc, je ne suis pas du tout anti-sartrien. J'aime moins, comme ça a été le cas pour ce qu'il a écrit, que je ne lui pardonne pas dans Situation sur Jean Prévost. Je n'aime pas qu'on donne des leçons, comme il en a beaucoup donné, quand on a eu une attitude qui n'était pas, encore une fois, répréhensible, mais dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas héroïque. Et que pensez-vous dans le même état d'esprit de ceux qui ont quitté la France, qui ont décidé de quitter la France, comme certains surréalistes? Qui ont quitté la France, beaucoup parce qu'ils n'avaient pas le choix. Pas Pas que, bien sûr. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut ni généraliser, et qu'il faut se garder aussi de la morale d'escalier. Moi, j'ai toujours peur. Aucun de nous ici ne sait ce qu'il aurait fait. Aucun de nous ne peut dire « j'aurais fait le bon ou le mauvais choix ». C'est des questions là-dessus. Je suis très, très entier. Je pense qu'il faut être très modeste. Il ne faut pas s'empêcher de comprendre. Ce que vous appelez la fuite à l'étranger, qui est avec le circuit qu'on connaît bien par Marseille, de ces bateaux qui ont beaucoup, en tout cas, notamment dans le monde des artistes et des cinéastes, étaient juifs et voulaient échapper évidemment aux rafles. D'autres avaient le souci évidemment de se mettre à l'abri. Faut-il les juger? Évidemment, je ne me permets pas de le faire, mais je ne pense pas que... Oui, les surréalistes, il y en a beaucoup qui ont fait ce choix-là. C'est dur ce genre de questions. Hein, ouais. De toute façon, vous l'avez dit, personne ne peut juger qui que ce soit. Ils ont tous une histoire personnelle. Absolument. Un itinéraire. Absolument. Mais ça ne doit pas nous empêcher, ça ne doit jamais nous empêcher, moi ça ne m'a jamais empêché d'admirer ceux qui sont allés jusqu'au bout de leurs idées, et jeunes pour la plupart, ni de trouver, comme le cas de Morand qu'on évoquait ici, avec leur recul scandaleux, leurs écrits, leurs propos ça la regarde, mais leurs écrits. Vous savez que la correspondance, par exemple, qui me choque tant, entre Chardonne et Morand, que j'ai appelé les chevaliers du fiel, tellement c'est un degré inouï. Est-ce que vous savez quand même que cette correspondance volumineuse, que Morand, dès le départ, et Chardonne s'étaient entendus
pour que ça soit publié après l'an 2000. Ils faisaient taper leurs lettres par des secrétaires. Ils voulaient que ça reste. Qu'on ne nous dise pas que la correspondance était faite pour des blagues. Non, ils voulaient que ça soit une œuvre littéraire et que leur haine soit inscrite dans les bibliothèques et reste et demeure. Ça nous donne le droit de juger ce genre d'attitude. Mais pas évidemment nos comportements éventuels. Après, c'est vrai, ce qui est frappant dans le cas de Sartre ou dans le cas de certains surréalistes, mais ça, c'est bon, c'est qu'effectivement, ils ont, tout en étant parfois plus protégés, parfois ils ont eu des jugements très durs. Les surréalistes, par exemple, il y a la fameuse histoire de l'honneur des poètes, et après, eux vont faire le déshonneur des poètes en disant que c'était vraiment trahir la poésie, trahir le surréalisme, etc. Donc évidemment, parfois, ça laisse un goût un peu particulier. Et c'est vrai que les relations Aragon-Sartre sont complexes, parce qu'il y a les lettres françaises, il y a des relations, et en même temps, c'est vrai qu'après la guerre, quand Sartre avance sur un certain nombre de terrains, et qui va forger le terme, que la notion de terme d'engagement va avancer, et qui va se dire qu'est-ce qui est adapté à l'engagement, qu'est-ce qui n'est pas dans la littérature, et qui va condamner la poésie en disant la poésie ne peut pas aller sur ce terrain-là, c'est sûr que c'est un peu raide à avaler pour Aragon, c'est-à-dire que du coup, il y a quand même c'est ce que vous avez un peu dit sur... Oui, et puis encore une fois, bon, vous savez ça mieux que moi, mais le parcours d'Aragon et d'Elsa pendant cette période-là, il est exemplaire. Et le poids qu'ont eu, pas parler de Liberté des Loirs, mais qu'a eu par exemple les yeux d'Elsa, c'est à tel point qu'on en a fait même le poète national, vous le savez bien, après la guerre. Mais je pense que certains des poèmes d'Aragon auraient mérité, comme Liberté, d'être envoyés, parachutés dans la France occupée. Est-ce que vous voulez quelques questions? On a prévu un petit temps. On doit quitter les lieux à 20h30. Le directeur y veille, et puis c'est le respect des salariés de la bibliothèque donc, et de la maison. Voilà. Et de votre temps à tous, on a encore un peu de temps, mais simplement on a prévu un temps de dédicace aussi après, si vous le souhaitez. Mais si vous avez encore une ou deux questions, c'est encore le moment de le faire, si vous le voulez. En tout cas, juste moi, d'un mot par rapport à ce livre, vous dire... Je ne me demandais pas comment était le Masque et la Plume pendant cette période-là, parce qu'il n'était pas né. Il n'est né qu'en 1955, donc je ne me sens pas habilité. Moi, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est que j'y ai appris beaucoup de choses, parce que, comme vous avez dit, tout le monde ne s'est pas fait les trois volumes, etc. Donc j'y ai appris beaucoup de choses, parce que il y avait beaucoup de travaux historiques sur le sujet. Petite parenthèse, les connaisseurs dont vous êtes, évidemment, connaissent à peu près toutes ces histoires-là. Mais moi, je suis frappé depuis octobre dernier, où j'ai fait beaucoup de rencontres en région autour de ce livre, que les gens ne savent pas. Le degré d'amnésie, ce fameux, c'est terrible, c'est abominable, le voyage à Weimar des écrivains français de 41, les gens ne savent pas. Les raisons pour lesquelles De Gaulle a refusé la grâce de Brasillac, les gens ne savent pas. Ce qui est très frappant, c'est que, évidemment, oui, pour certains, c'est connu, mais pour la plupart, ça n'est pas connu. Que le péril juif, encore une fois, de Journeau, personne ne connaissait. Donc je pense que cette petite piqûre de rappel m'a semblé utile, quoi. C'est une piqûre érudite et une piqûre, parce que vous êtes certes critique, mais vous savez écrire quand même. Et donc vous verrez, si vous lisez, que... C'est pas incompatible, hein. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que la critique, c'est que vous parlez des livres des autres, mais bon, accessoirement, voilà. Donc bon, je ne veux pas faire de la retape, mais objectivement, si on a fait la soirée, c'est aussi parce qu'on a considéré que le livre valait la peine qu'on l'organise. Et voilà, je l'ai pensé, donc je le dis. Voilà. Bien, écoutez, si on peut s'en tenir là, si vous voulez, en remerciant beaucoup Jérôme Garcin. Merci à vous surtout. Merci de votre accueil.